Donc, bienvenue à tous, membres de l'AEHEC. Merci beaucoup de nous avoir répondu présent pour cette entrevue de mi-mandat. Du coup, au programme un peu d'aujourd'hui, on fera un point sur vos plans d'action et ce que vous avez fait. Ensuite, il y aura des questions plus communes qui vous seront destinées à tous et des questions de la part de vos chers étudiants. Avant toute chose, j'aimerais faire un petit disclaimer au niveau du Covid parce qu'on sait que ça a été compliqué pour vous ces derniers mois de mettre en place tout ce que vous aviez voulu et prévu de faire dans vos plans d'action. Donc, c'est des choses sur lesquelles on va revenir tout au long de la conférence. Et je pense qu'on peut commencer par une petite présentation de chacun de vous, comme ça, tout le monde saura vous situer. Je peux commencer ça. Je m'appelle Vincent Housseau. De base, je suis un étudiant de troisième année à HEC en spécialisation gestion des ressources humaines et je suis le président de la EHEC. Allô, moi c'est Max. Je suis la VP exécutive de la EHEC. J'étudie en comptabilité. Puis si tout va bien, je suis supposée graduer cette session. Oui, donc moi, c'est Alexa, je suis la vice-présidente au développement durable et je suis en marketing TI. Et moi aussi, si tout va bien, je devrais graduer cette session-ci. Ok, salut, moi c'est Louis Melcodo, je suis vice-président aux affaires externes et je suis étudiant en troisième année en spécialisation finance et gestion des opérations. Ok, moi, c'est Cécile Carès, je suis VP communication de la EHEC, donc c'est ça. Salut, moi c'est William Huard, Willy pour les intimes, et je suis VP interne de l'AEHEC. Salut, moi aussi c'est Will. Will Desormeaux, je suis le VP à cadre de la EHEC, puis c'est ça. Salut, moi c'est Maëdine Descartes et je suis trésorier de la EHEC. Donc, on peut tout de suite commencer par notre cher VP externe, Louis. Du coup, un point important de ton plan d'action, Louis, c'était de centraliser l'information et de faciliter la communication entre les partenaires et les VP externes des comités. Quel bilan est-ce que tu peux faire de ces relations, de la communication entre les VP externes et avec les partenaires? Donc, premièrement, la communication entre VP externes, je pense que ça a pas mal été facilité, notamment par les différents canaux de communication que j'ai mis en place, le groupe Facebook, le CRM aussi que j'avais mis en place au début de l'année. Pendant toute l'année, on a quand même développé une relation plus personnelle, donc c'est-à-dire entre moi et chaque VP externe des comités, ce qui fait que je suis tout le temps en contact avec eux, en fait, peu importe quand c'est pour s'occuper de leur contrat, de leur facture, peu importe. Donc, je fais régulièrement des suivis pour m'assurer de voir si tout va bien, puis essayer de répondre au mieux à leurs problèmes et à leurs demandes. Et donc, c'est ça. Au niveau des partenaires, c'est un peu la même chose, des suivis réguliers. Récemment, j'ai fait un retour de mi-mandat, donc de fin de session avec la plupart des partenaires. Donc, pour s'assurer que tout va bien, qu'ils sont satisfaits de ce qui a été mis en place et du coup se concentrer sur le semestre qui est à venir. Ok, et du coup, justement, on parlait des partenaires. Un point important aussi de ton plan d'action, c'était de faire prendre un virage vert au poste de VP externe. Et notamment, tu prévoyais de chercher des entreprises éco-responsables comme partenariat. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu réussir à mettre en place? Ouais, pour repréciser, en fait, pour revenir à mon projet de départ, c'était donc le virage vert, en fait, c'était de convoquer un conseil de décision sur les critères qui allaient me permettre de choisir les différents partenaires, donc des critères éco-responsables. Et c'est un conseil qui devait être présidé dans mon plan par la VP développement durable et moi. Au final, c'est quelque chose qui devait se faire vraiment au tout début de notre mandat, puis ça a été vraiment beaucoup plus compliqué que ce que ça l'était avec le Covid, etc., tout ce qu'il y avait à gérer. Donc ce conseil n'a pas été fait, mais j'ai quand même fait en sorte d'essayer d'axer ma recherche sur des partenariats des partenaires qui sont dans le respect de ces valeurs-là. Et notamment, je suis sur plusieurs pistes avec des partenaires qui sont 100% éco-responsables et qui dédient leurs activités au développement durable. Donc ça devrait être mis en place d'ici la fin de la session en tout cas. Donc, on sait qu'aussi, au niveau des partenariats, on sait que les comités ont un peu de difficulté à trouver des partenaires cette année, c'est beaucoup plus difficile. Comment est-ce que tu as pu accompagner les différents comités là-dedans? Donc moi, donc en fait, au début de mon mandat, j'ai fait une grosse formation des VP externes au rôle et aux fonctions du VP externe et ensuite à l'outil qui est le CRM, et ça, on l'a un peu moins utilisé. Donc à ce moment-là, il y a la formation qui a été faite au début, puis ensuite, tout au long de la session, j'étais plus là en appui quand ils avaient des questions, etc., pour les aider à mieux démarcher les partenaires. Et je sais que pour l'ensemble des VP externes, ça a été assez compliqué, parce qu'ils n'arrivaient pas forcément à trouver de partenaires.
Donc moi, mon but aussi, c'était premièrement de les rassurer, parce que c'est tout à fait normal dans une année qui est vraiment compliquée. Et ensuite, moi, j'essaye au mieux de les appuyer avec les partenaires de la EHEC, donc c'est-à-dire les partenaires qui ont été signés pour des événements concernant l'association en général. Et ben, je vais essayer de convaincre des partenaires de participer à tel événement, de tel comité, etc. Donc c'est un peu plus comme ça qu'on a fonctionné, mais j'ai pas aidé chaque VP externe dans la recherche de partenaires parce que c'est leur rôle. Ok. Et du coup, bon, avec le contexte un peu compliqué qu'on connaît, est-ce qu'il y a quand même d'autres choses, des choses que tu as pu réussir à mettre en place depuis le début du mandat? À ce niveau-là, ce ne serait pas des projets en tant que tels, c'est plus parmi mes objectifs, parce que dans mon plan d'action, j'avais 8 objectifs. Et je considère qu'il y en a déjà 7 sur 8 qui sont vraiment atteints. Donc c'est quelque chose dont je suis fier, c'est de quand même, malgré la situation, avoir pu atteindre la plupart de mes objectifs. Donc c'est ça. Super. Du coup, Aymeric, je te laisse continuer. Je vais simplement commencer par Maxime. Maxime Raté, VP exécutif de la EHEC. Bonjour Maxime. Comment ça va? Allô? Ça va bien? Oui, toi. Super. Donc, je vais commencer par des questions en fait, sur les projets que tu avais mentionnés dans ton plan d'action. Tu en avais mentionné particulièrement 3, donc j'aimerais juste revenir dessus. Un premier projet, c'était la création d'une plateforme de suggestions ou de commentaires sur l'application de la EHEC. Le deuxième projet, c'était l'élection d'une partie de la commission électorale au mois de septembre. Et le dernier projet, c'était la mise à jour du code d'éthique. Sur ces projets en particulier, j'aimerais te demander, est-ce que tu as réussi à les mettre en place? Sinon, quelles ont été les difficultés? Malheureusement, à cause du COVID, il y a seulement un de mes projets qui a pu être mis en place, soit la mise à jour du code éthique. Puis c'est un projet qui a pris beaucoup plus d'ampleur que ce que j'avais planifié. Je me suis pas seulement mis comme objectif de revoir le code éthique, mais aussi toute la politique de gestion des comités, la charte entourant le CA et aussi les chartes des élections qui doivent complètement être refaites à cause que tout est en ligne. Alors, je me suis vraiment plus concentrée là-dessus. Puis c'est un projet qui est encore en cours. D'ailleurs, dans une semaine, on va faire approuver à l'AG la politique de gestion et sûrement 2 semaines après, les chartes et à la fin de l'année, celle du CA et de code de conduite. Concernant la plateforme de suggestion, en ayant parlé de ce projet-là avec la VPCOM CES au début de l'année, on s'est dit que ce n'était pas une super bonne idée de mettre ça en place alors que tout était déjà en ligne. Ça allait peut-être apporter plus de confusion que d'autres choses avec une page Facebook, une application où les gens peuvent déjà nous contacter par là. On ne voulait pas ajouter quelque chose d'autre en plus en ligne cette année, alors on voyait que ce n'était peut-être pas le moment opportun. Et concernant la commission électorale, j'aurais aimé ça si ça avait été en présentiel, faire des élections qui avaient plus d'envergure, faire des kiosques et tout ça. Mais puisque c'était des simples élections en ligne et qu'il y avait à peine de candidats, je n'ai pas vu la nécessité d'élire une partie de la commission électorale en septembre. Notamment dans la commission électorale, il y a seulement un trésorier, un VPCOM et des représentants des comités. Alors, ça aurait juste impliqué de recruter un trésorier, un VPCOM, alors que je ne voyais pas nécessairement l'utilité de les recruter pour des élections de représentants de niveau. D'accord, c'est super clair, merci. Si je peux me permettre de revenir juste sur le point des chartes électorales, est-ce que, parce que je sais que généralement les téléspectateurs sont tous hyper intéressés par les élections de la EHEC et de ses comités, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus la manière dont ça risque de se dérouler ou c'est encore classifié? Non, c'est bon, on y a pas mal pensé. Puis d'ailleurs, venez à l'AG la semaine prochaine pour savoir comment déposer votre candidature. N'oubliez pas vos speech aids, mais comment ça va se passer? On va essayer de faire ça le plus normal possible. Alors, le lundi, ça va être comme d'habitude, on va sortir la com sur les réseaux sociaux. Le mardi, ça va être la journée des kiosques. Alors, les kiosques, cette année, ça va être sur Zoom. Vous allez avoir un Zoom personnalisé, puis ça va être genre il va y avoir tous les liens Zoom, puis les gens vont pouvoir aller parler aux différents comités et personnes qui se présentent. Mais plus à venir sur ça dans l'AG dans 2 semaines. Puis aussi, le mercredi, ça va être le débat. Ça va être en ligne comme ça avait été fait l'année passée. On attend les questions des étudiants. On a bien hâte d'interroger les différents candidats. Puis le jeudi, ça va être le dévoilement des résultats et le jour du vote, nécessairement. Puis il va sûrement avoir un 4 à 7 à la fin
en ligne pour fêter le tout. C'est ça qu'est-ce que je peux vous en dire pour le moment. Super intéressant, merci beaucoup Maxime. J'ai encore quelques petites questions. Pour revenir au rôle de VP exécutive, est-ce que tu penses que cette année, ta mission elle a changé? Est-ce que tu as eu en fait un rôle différent à apporter à la 100%. HEC? Je pense que mon rôle, qui est très basé événementiel normalement, a beaucoup été touché par le COVID. Comme je peux prendre par exemple l'exemple du gala des premières années que j'avais passé beaucoup de temps à organiser, qui a été cancellé 3 jours avant. Je m'en attendais vraiment pas. Alors, je pense que ça a vraiment... Mon rôle n'a pas changé. Je me suis plus concentrée plus sur l'aspect administratif, comme j'ai beaucoup plus encadré, disons, les comités de projet. J'ai beaucoup fait de travail de révision de charte, notamment au niveau des cotisations, qui est inclus au niveau du BA et tout ça. Alors, c'est sûr que mon rôle a changé, mais mes tâches ne sont pas nouvelles. C'est juste, je me suis plus concentrée à un autre niveau. Puis aussi, j'ai beaucoup plus appuyé au niveau interne cette année qu'au niveau présidentiel, j'ai l'impression, puisque je pense qu'aussi au niveau présidentiel, les tâches ont changé. Avec mon expérience associative, j'ai pu aider beaucoup plus le VP interne. D'accord. Donc si on veut juste un peu résumer tout ça, tu dirais qu'aujourd'hui, ton rôle, il a été plus administratif, du moins cette année. Et donc, il y a des projets que tu n'as pas pu faire, mais il y a des projets que tu as pu également faire. Est-ce que tu voudrais terminer dessus, sur les projets que tu as pu réaliser et mettre en place? Donc, la charte D'ailleurs, sur les projets que j'ai mis en place. Oui, tu as bien réussi à mettre en place. Ah oui, honnêtement, je suis vraiment fière de mes chartes. Je pense que ils n'ont pas été mis à jour depuis 2012, je pense. Alors, je pense que ça va vraiment faire du bien d'avoir de quoi d'à jour qui représente un peu plus les intérêts des étudiants. Puis c'est vraiment ce que je voulais au début de mon mandat. Puis je pense aussi que pouvoir organiser des élections en ligne, puis que ça soit aussi le fun qu'elle l'était en présentiel, je pense que ça va être un bel accomplissement, puis super bien pour la communauté étudiante et pour la relève l'année prochaine. Super, j'en suis certain. Merci beaucoup, Maxime. Notre première question, c'était un point important de ton programme était de nouer des liens importants et forts avec les comités, avec la direction de l'école. Dirais-tu que tu as réussi à faire ça malgré la pandémie? Oui, c'est sûr que je me suis fait couper l'herbe sous le pied. Je suis quelqu'un qui aime être excessivement proche des gens. Mais je pense que, tu sais, je veux pas, tu sais, malgré cette difficulté-là, je pense que j'ai réussi. Je sais, je parlais avec Stéphanie Leverdier il y a très récemment parce que, tu sais, je voulais avoir comment tu as aimé l'année, comment, si on pouvait améliorer. Puis elle a dit, point fort, à peu près, en partant, tu sais, la communication, ça a été vraiment en 1 cette année, Will, fait que j'étais vraiment content là-dessus. Niveau avec les comités, ben écoute, vous deux, vous pouvez me le dire. Je veux pas, tu sais, on a travaillé ensemble. Je pense avoir fait de mon mieux. Je suis pas mal plus du style de vous laisser du lousse au comité, les laisser travailler par eux-mêmes, se débrouiller quand on se casse la tête par soi-même. Je trouve que l'apprentissage est vraiment là. Puis je suis toujours là malgré tout pour aider. Je suis là pour ça. Mais ouais, honnêtement, je pense que malgré la COVID, je pense que j'essaie d'être le plus possible. Je fais des petites rencontres catch-up à mi-chemin, des sessions à la fin de session pour m'assurer que tout va bien. Fait que ouais, je pense avoir réussi grosso modo. Excellent. Super. Donc, deuxième question. Malgré la situation, beaucoup d'associations ont trouvé moyen de continuer à faire des événements. Tu avais notamment pour projet de créer un calendrier qui centralisait tout ça. Est-ce que, bon, malgré la pandémie, malgré tout ce qui se passe, est-ce que tu as réussi à mettre ça en place? Oui, mais l'idée de base, c'était un calendrier Drive, puis finalement, on a shifté pour un calendrier Excel que j'ai fait avec le beau Will Desormeaux et Maxime Raté, qu'on a rendu, pour vrai, c'était vraiment beau. J'en reviens toujours pas qu'on a fait un beau calendrier de même, mais ça a pris beaucoup de temps d'ailleurs. Mais on l'a rendu accessible à tous les présidents qui ont pu le distribuer à travers tout leur comité. Fait qu'à ce niveau-là, ouais, je suis quand même content. Ça n'a pas été exactement tel que prévu, mais en fait, le résultat a été là pareil, à mon avis. Ouais, c'est ça. Au final, si on est capable d'utiliser ça comme outil, l'objectif est atteint. Super. Au tout début de ton mandat, tu avais prévu d'organiser le 5 à 7 des comités entrants. Est-ce que tu comptes en faire un à nouveau pour la relève cette année? Oui, il va être virtuel, bien évidemment. Ce que je risque de faire, c'est vraiment, je vais essayer de faire un mix. Genre, je vais faire un sondage qui a envie de venir. Puis à partir de là, je vais faire un... Parce que, tu sais, si on est 60 dans un Zoom, tu sais, la communication n'est pas là. Fait qu'au pire, tu sais, ceux qui sont intéressés, puis tu sais, moi, j'aimerais ça parler à tel comité, je vais m'arranger, dans le fond, pour faire des petits Zooms ou des petites breakout rooms. Comme ça, ils vont avoir le temps de changer, puis se parler, veut pas. Puis c'est un bon start pour le camp des assos si jamais on a la chance de le vivre l'année prochaine.
Ouais, exact. Veux pas, c'est ça. La distance, la distance complique les choses, surtout pour les associations avec en cette situation-là. Fait que non, c'est important de faire des événements comme ça, malgré le fait qu'on ne puisse pas être dans le salon L'Oréal. Là. Même si on se croise Ouais, les mais doigts, on aimerait bien ça. l'idée surtout de ce projet-là, c'était vraiment pour aider le comité prépare, parce que je me rappelle, j'avais parlé avec Cosmos, qui était le prépare en poste à ce moment-là, puis il disait, tu sais, comme les prépares sont remplis d'idées, c'est une de leurs fortes caractéristiques, puis tu sais, ils veulent faire plein de projets avec plein de comités, puis des fois, ils ont juste, tu sais, veulent pas, ils sont en prépa, qui est un monde un peu séparé du bac, puis ça leur permettait vraiment d'aller en contact justement avec des comités comme les 16, là, que ce soit des comités de SP, Promo, CSL, CCHEC. Fait que ça ressemble à ça, ouais. OK, excellent. Fait que pour finir, dans le contexte actuel qui est un peu compliqué, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place là, depuis le début de ton mandat? Je ne suis pas tant sorti des sentiers, pour vrai. J'ai gardé ça clair, net. Pour vrai, faire juste garder le pace avec les comités, c'est une bonne job. L'information, ça tombe vite entre deux chaises. Fait que juste ça, je pense que c'est vraiment mon mandat principal, surtout avec la COVID qui est complexe. Veux pas, en début d'année, j'ai adapté le 5 à 6 qui est vraiment, pour moi, c'est ma fierté de mon mandat, là. J'ai travaillé tout l'été là-dessus. C'était loin d'être parfait, mais dans les contextes qu'on m'a donnés, avec les règlements qu'on m'a donnés, je pense que j'ai sorti le mieux qu'on pouvait, ben franchement. Fait que ouais, pour vrai, je suis quand même satisfait. Ouais, non, exact. Ça a été une belle En tout cas, moi, personnellement, les 5 à 6, j'ai trouvé que c'était vraiment une super de belle façon de se recycler. Ça a été une belle façon d'intégrer tout ça. Fait que merci beaucoup, notre cher VP interne. On peut passer au prochain, Thomas. Alors, première question pour toi, Cécile. Quels ont été les mots d'ordre de la communication ces derniers mois pour toi dans la Donc moi, je dirais que ces derniers mois, ça a été le mot d'ordre, en tout cas, c'était la bienveillance. Je pense qu'on s'est beaucoup axé là-dessus, que ce soit tous les comités, en fait, les 16 comités, mais nous aussi. À chaque fois, le message qu'on voulait faire passer, c'était de leur montrer aux étudiants que leur HEC était quand même là, puis était là pour les divertir quand on pouvait, mais aussi leur donner des mots d'encouragement quand ils en avaient besoin. Donc, c'était vraiment beaucoup de bienveillance sur les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde en a besoin dans une période facile. Puis, on peut voir pas mal de choses sur les réseaux sociaux. On passe beaucoup plus de temps aussi dessus. Donc, c'était vraiment le mot d'ordre, si je devrais dire. Super. Ensuite, on sait que les autres années, il y a un problème dans la com et avec les comités, c'est que souvent, quand il y a des événements qui se mélangent, et il y en a beaucoup au sein des comités, ça se cannibalise un peu sur Facebook notamment. Alors, un point important de ton plan d'action, c'était d'éviter ça en planifiant des choses. Est-ce que tu as pu réussir à faire ça dans les premiers mois de ton mandat? Alors évidemment, ça a changé puisqu'il y a quand même moins d'événements. C'est que nos 16 comités sont quand même bien actifs, mais il y en a toujours moins qu'en présentiel. Donc de ce côté-là, ça va bien. Je pense que Facebook, les réseaux sociaux sont moins surchargés qu'à d'habitude. Mais il y a eu quelques cas où certains événements se passaient en même temps. À partir de ce moment-là, j'ai fait du cas à cas. Puis on faisait des calendriers, on s'entendait tous pour planifier tout ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas autant surchargé que d'habitude. Super. Et du coup, aussi, tu avais dans ton plan d'action un projet d'établir un calendrier avec des rencontres tous les mois pour t'entretenir avec les comités. Est-ce que tu as réussi à mettre ça en place? Oui, alors on a fait plusieurs rencontres. Tous les mois, non, parce que évidemment, avec le Covid, c'est plus compliqué de trouver des plages pour tout le monde. Puis on n'avait pas pu se voir en présentiel. Mais oui, on s'est rencontrés plusieurs fois. On a fait des petites sessions, que ce soit pour les commandes de linge. Aussi, cette année, pas mal de formations sur les différents outils qu'on peut utiliser pour faire des événements en ligne. Puis après, j'ai fait du cas par cas aussi pour aider tous les comités à faire leurs événements, gérer des conférences Zoom, des choses comme ça. Donc, le partage d'informations était quand même fait assez global, on va dire, avec tous les VPcom. Mais je travaille aussi en cas par cas avec chacun. Super. Et enfin, un dernier plan dans ton plan d'action, c'était de réussir à créer une escouade com super soudée. Est-ce que tu as réussi à faire ça avec ton escouade? Oui, alors mon escouade, c'est sûr que on n'a jamais pu se rencontrer en présentiel et c'est vraiment dommage. Moi, ça me crève le cœur parce que pour avoir été dans l'escouade de l'année dernière, je sais que c'est vraiment une expérience incroyable et puis c'est une petite famille. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas pu se rencontrer, non seulement à cause du Covid, mais aussi parce que mon escouade est assez internationale. Donc, ils sont toujours aux quatre coins du monde, ce qui fait que même au niveau des décalages horaires, on se rencontre quand même quand on peut. Mais c'est vraiment sur ce point-là que ma session d'hiver va plus changer.
où je veux vraiment leur donner plus de responsabilités, de mandats, notamment sur Instagram, qu'ils aient un peu plus de fun aussi. Donc, c'est ça. Trop bien, c'est prometteur. Et enfin, est-ce que du coup, c'est vrai que la situation elle est un peu compliquée telle qu'on la connaît. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou est-ce que tu as réussi quand même à mettre pas mal de choses en place depuis le début de ton mandat? Oui, quand même. Alors, j'ai eu le temps de refaire le site web de la EHEC, ce qui est quand même quelque chose qui m'a pris du temps et qui devait être fait. Donc ça, je suis contente de l'avoir fait et d'avoir pris le temps pour ça. Puis, j'ai pu avoir mon petit projet de calendrier des fêtes à la fin de la session d'automne. Je me suis vraiment éclatée à le faire et puis ça a bien marché. Les étudiants ont embarqué, ça a fait du bien à tout le monde. Donc ça, c'était sympa. Puis après, en com, ce qu'il faut savoir, c'est que je touche au projet un peu de tout le monde dans tous les cas, que ce soit le projet de Will avec les outlets, des choses comme ça. Je touche un peu à tous les projets, donc j'ai l'impression de prendre part à toutes ces choses-là, ce qui est vraiment super chouette parce que comme ça, je suis impliquée. Donc oui, je pense que c'est ça. Génial. Bah, écoute, merci Cécile. Je pense qu'Antoine, tu peux reprendre la parole. Oui. Donc, maintenant, on passe au VP académique, un rôle fort important considérant que toute la pédagogie a été renversée dans les derniers 11 mois. William Desormeaux. Donc, la première question. Tu avais pour intention dans ton plan d'action de poursuivre la lancée des foires des spécialisations, les tables de vie académique et Refresh HEC. As-tu pu faire tout ce que tu voulais? Oui, quand même, mais dans le fond, je les séparais en trois là, parce que c'est trois projets quand même distincts. Là. Dans le fond, foire de spécialisation, ça a été quand même très compliqué à adapter, puis c'est beaucoup de parties prenantes d'impliquer dans ce projet-là. On parle des représentants de SP, les professionnels du milieu, les services de gestion de carrière, bref, beaucoup de parties prenantes, puis ça a été long à faire, mais elles sont sorties lundi passé. Fait que quand même très content du résultat malgré tous les efforts mis. Malgré tout, c'est bizarre à dire, mais en tout cas, vous comprenez. Après ça, Refresh, ça, dans le fond, je suis super content. Refresh, on est allé chercher à la dernière session 2000 participants. Donc, quand même pas mal. Puis, mon objectif au début de l'année, en fait, je m'étais dit que je voulais passer à 8 cours Refresh à 29. Puis là, à la mi-session, on va avoir, j'annonce en primeur, 25 cours déjà. Donc, on est vraiment sur notre objectif de début d'année. Vers la fin de session, on va avoir les 29 cours, je le garantis. Puis, finalement, la table de vie académique, ça, c'est en fait, c'est rencontrer, c'est des tables où on va rencontrer toutes les parties prenantes académiques de l'école, incluant les VPA4 de première année. Ça, je l'ai moins fait un peu. Cependant, ce que j'ai fait, c'est vraiment être super proche des étudiants, là, puis de communiquer avec toutes les parties prenantes de l'école non-stop depuis le début de mon mandat. Ça a été fait de cette façon-là. Oui, exactement. C'est pour avoir personnellement participé à Refresh HEC, on sait que ça reste un bel outil pour les étudiants. Là, fait que c'était bien, surtout dans ces circonstances-là, que ça ait toujours lieu. Fait que vraiment bien. Donc, deuxième question. Dans tes projets, tu prévoyais faire des vidéos sur chaque spécialisation pour guider les étudiants dans leur choix. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à mettre en place? Pour être honnête, dans le fond, ça s'est fait un peu par l'entremise des foires de spécialisation. Vu que j'ai eu à l'informatiser, ça a un peu créé mes vidéos de spécialisation. Puis, c'est un peu ça la réponse à la question. Un deux en un, finalement. C'est parfait. Exact. Dans ton plan d'action, tu souhaitais aider la communauté étudiante à atteindre leurs buts et leurs objectifs. Est-ce que tu as pu réussir à avoir des retours sur tes actions et est-ce que tu as le sentiment d'avoir réussi à te rapprocher des étudiants malgré la distance physique? Oui, c'est une bonne question, honnêtement. Je pense que depuis le début de mon mandat, qu'est-ce que j'ai trouvé comme un peu challenging, c'était de me rapprocher des étudiants malgré la pandémie. Je pense que pour une année sur le pôle académique, c'était quand même un bon défi d'être à l'écoute des étudiants, puis vraiment de les écouter comme tu as mentionné. Puis après ça, pas juste les écouter, mais trouver des solutions avec eux ou pour eux. Puis qu'est-ce que j'ai fait, c'est que c'est vraiment quasiment toutes les 3 semaines, 2-3 semaines, je suis sur Instagram, sur Facebook, sur mes courriels, je fais des sondages, je pose des questions. J'attends pas que les personnes viennent vers moi. J'essaie d'être proactif pour aller vers les étudiants, pour qu'ils sachent que je suis là d'une certaine façon, puis qu'il n'y ait pas une crainte de m'écrire. Donc, ça fait que oui, je pense que j'ai quand même bien réussi cette partie-là de mon mandat, puis il n'est pas fini, puis je vais continuer à améliorer ça.
Ouais, c'est sûr que surtout avec la distance comme ça, que tu ne vois pas quelqu'un en présentiel, disons, c'est vrai que des fois, ça peut être stressant un petit peu d'aller chercher de l'aide aussi directement. Fait que non, être proactif comme ça a clairement un impact positif. Exactement. Pour finir, dans le contexte actuel, qui est un peu compliqué, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place? C'est quoi les highlights de ton mandat? Ouais, dans le fond, qu'est-ce que j'ai trouvé le plus difficile? En fait, il y a deux choses, là. La première, c'était justement, tu as mentionné tantôt, c'était un changement pédagogique incroyable. Une session à distance, on l'a tout vécu. Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé à la session d'automne, ça a été de revoir avec la direction et les étudiants, c'était quoi les meilleures approches pédagogiques. Parce que, tu sais, la direction aussi a dû se réinventer avec la pédagogie. Puis, j'ai vraiment été là tout au long du processus en effectuant 2 rapports quand même très étoffés pour essayer de les aider puis amener la vision étudiante. Puis ça a été fait justement en sondant les étudiants et tout. Et ça a été ces 2 rapports-là que j'ai fait dans la session, ça a été pendant le highlight. Sinon, l'autre difficulté, qu'est-ce que je trouve le plus difficile dans mon mandat, c'est les étudiants que je vois que plus ça va, la santé mentale, j'ai senti vraiment une dégradation. Je profite de l'interview-ish pour dire, pour vrai, comme, genre, n'hésitez jamais à nous écrire. On a suivi des formations pour vous aider. Puis, on est là pour vous donner toutes les ressources ou pour vous aider. Puis, regardez nos événements, comme en ce moment, je vais le plugger, on a les athlètes pour briser l'isolement. On vous encourage à faire du sport pour essayer juste une partie de plaisir. On a bien du plaisir. Fait n'hésitez pas à reach out. On est là pour vous. Puis, c'est pas tabou là, en 2021, la santé mentale. Fait venez nous en parler. Non, exact. C'est d'autant plus important. C'est facile de se laisser emporter quand on est dans notre petite bulle. Fait que, en effet, c'est un bon message pour terminer la santé mentale. C'est fort important. J'espère que tout le monde qui regarde vont aller chercher de l'aide s'ils en ont besoin. Ou bon. Fait que, on peut continuer, Thomas, avec les questions. On passe à Mayedine pour un petit point de trésorerie. Du coup, on sait que la situation des comités est très différente cette année et on suppose que la gestion des finances n'a rien à voir avec les années précédentes pour la EHEC. Est-ce que c'était difficile de gérer toutes les nouveautés qui sont arrivées? Et finalement, est-ce que l'AE dépense plus ou moins que ce qui était prévu et en temps normal? Donc ça va se répondre en 2 temps. Donc premièrement, oui, c'était plus difficile parce qu'en soi, on a dû prévoir plusieurs années complètes. Techniquement, avec tout ce qu'on a budgété comme activité et comme scénario, on aurait de quoi faire l'AE 54, 55 et 56. Donc nous, de notre côté, on était prêt à faire une année en présentiel à 100%. On était prêt à faire une première session en présentiel, puis une deuxième session en hybride. Là, on s'enligne sur le troisième scénario qui était le plus pessimiste, c'est-à-dire une année 100% en hybride. Mais dans tous les cas, on était prêt à faire face à chacun de ces scénarios et on avait une utilisation de nos ressources pour chacun des cas. Dans notre deuxième situation, est-ce que ça fait qu'on a moins de dépenses? C'est sûr qu'on a moins de dépenses, mais on a aussi beaucoup moins de revenus. Il faut savoir que la structure de budget de la EHEC, c'est vraiment cumuler des fonds tout au long de l'année pour pouvoir investir le tout sur nos événements d'envergure à la fin de l'année. Donc, par exemple, le bal du comité prépa, le bal du CSL, le bal du promo. À la fin, c'est vraiment des événements qui sont très, très déficitaires, mais qu'on peut couvrir à travers nos événements du début de l'année jusqu'à la fin. Cette année, c'est un financement qu'on n'a pas. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai dû prévoir en fait un budget qui nous permettrait de faire ces événements malgré tout en gardant une vie associative dynamique. Donc, c'était ça vraiment le challenge. Pouvoir faire nos événements de clôture, mais garder quand même une vie active pendant l'année. Ok, super. Et du coup, je pense que ça rebondit un peu sur ce que tu viens de dire, mais est-ce que tu as eu des dépenses, des nouveaux postes, des dépenses un peu inattendues par rapport à ce qui était prévu? Donc, premièrement, on parle de la santé mentale. Nous, de notre côté, c'était un problème qu'on a très vite constaté. On a très vite commencé à chercher des solutions par rapport à ça. On a négocié avec l'ISEC et on est en train de venir avec une formule de couverture d'assurance qui serait étendue pour offrir beaucoup plus de services de suivi et beaucoup plus de services en fait, de soutien à chacun des étudiants. Donc là, c'est vraiment une couverture qui va être assurée à l'ensemble de la communauté étudiante qui est assurée sous la SEC. Et c'est vraiment, je pense, un service qui va avoir un gros impact. Sinon, à part ça, on profite un peu de la situation pour pouvoir réinvestir en matériel audiovisuel parce que c'est des matériels qui étaient en fin de vie. Ça fait longtemps que ça n'avait pas été remplacé. On investit, par exemple, sur, par exemple, des missions de cabinet comptable pour vraiment clarifier nos comptes. Donc, pour premièrement assurer la transparence de l'association et pour s'assurer vraiment que tout ce qui se fait de la meilleure des manières. Donc, on profite vraiment de cette période de calme un peu pour restructurer au maximum l'association. Ok. Et du coup, avec ces nouvelles dépenses, on sait que les 4 recettes étaient quand même une importante source de revenus pour vous et pour les comités en particulier.
Est-ce que vous avez réussi et comment vous avez réussi à pallier ce manque à gagner? Excuse-moi, j'avais pas entendu le début de ta question, si tu peux Ouais, la répéter. ouais, du coup, vous avez des nouvelles sources de dépenses, mais on sait que les 4 recettes étaient importants pour vous et pour les comités financièrement. Du coup, comment vous avez fait pour pallier le manque à gagner important? Donc, nous, en fait, il y a pas mal de postes aussi qui ont varié. Donc, par exemple, l'AEHEC avait pas mal de soutiens qui étaient accordés au comité. Des soutiens, par exemple, en produits consommables durant les événements, donc soit en produits traiteurs ou en produits d'alcool qu'on fournissait à nos comités. Étant donné qu'on n'a plus trop de présentiel, c'est des réserves qu'on a pu utiliser et réattribuer. On a eu, par exemple, une augmentation des commandites cette année. En soi, c'est un travail qui a été, enfin, pas une augmentation, mais une conservation. Et en soi, ça revient à dire une augmentation par rapport à notre scénario pessimiste, parce qu'on attendait vraiment une année compliquée niveau commandite, mais on a eu vraiment un VP externe qui a fait un travail exceptionnel. Donc à la fin, son travail a fait qu'on est vraiment sur l'optimiste du point de vue de nos commandites. C'est aussi une source de financement qui est importante. Mais sinon, il y a vraiment, par exemple, une variation des frais pour le REFAC. Il y a vraiment certains frais. À la fin, il y a des variations à la hausse et des variations à la baisse qui ont fait que ça s'est équilibré en tant C'est que compensé, tel, ok. avec la baisse des revenus. Ok, parfait. Et du coup, si on revient un peu plus à ton plan d'action et à ce que tu avais prévu l'année dernière quand tu t'es présenté, tu faisais mention d'un virage vert pour l'AE et pour la trésorerie de l'AE plus particulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as réussi à faire ou ce qui te resterait à faire? Donc, je suis vraiment très très fier d'annoncer que le virage vert a été fait. Qu'actuellement, depuis le début de l'année, on a écrit 3 chèques comparé à plusieurs centaines en tant que tel. On est vraiment passé à des remboursements Interac, à des remboursements en dépôt direct. Il faut savoir qu'avec les remboursements des événements de l'année dernière, nos remboursements ont vraiment explosé. Donc cette transition est vraiment venue au bon moment avec le contexte de Covid. Mais oui, là maintenant, on n'a plus à imprimer nos chèques, on peut faire tous nos remboursements à distance, on peut faire tous nos paiements à distance. Et c'est 5 pages par chèque qu'on n'a plus à imprimer. Donc je suis content de le dire, le virage vert est réussi. Super, bah, félicitations. Et du coup, dernière question pour toi, Edine, qui rejoint un peu ce qu'on a posé aux autres membres. Là, forcément, la situation a été compliquée pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as réussi à faire et à mettre en place depuis le début de ton mandat? Il y a vraiment pas mal de choses que j'ai pu mettre en place en fait, parce qu'il y a vraiment eu le temps de, comme j'ai dit, de restructurer le tout. Premièrement, j'ai pu mettre en place une base de données qui regroupe les 4 dernières années financières de la HEC. Ça permet vraiment d'avoir accès à beaucoup plus de ressources, d'avoir accès à beaucoup plus d'informations pour avoir un budget qui est plus cohérent, surtout dans une situation qui change beaucoup, c'était vraiment nécessaire. J'ai aussi donné accès à des ressources entre les comités, ce qui ne se faisait pas forcément avant. Avant, si tu étais trésorier du comité prépa, tu avais accès aux ressources de l'ancien trésorier du comité prépa. Maintenant, tu as accès aux 4 dernières années du comité prépa, mais aussi aux ressources des autres trésoriers. En tant que trésorier du comité GRH, j'ai de quoi m'aider avec ce que le trésorier du comité GOL a fait en fait. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un plus. On a pu mettre en place un fonds de soutien pour les comités de la HEC. Donc c'est notamment ça aussi qui a beaucoup augmenté nos dépenses, c'est que là actuellement j'ai un fonds qui est prévu pour chacun des comités pour vraiment les aider à dynamiser leurs initiatives, parce que cette année en fait ce qui les limitait beaucoup c'était les ressources. Donc là ce fonds vient vraiment débloquer un peu le tout. Et sinon il y a pas mal d'initiatives par-ci par-là, la mise en place d'une bourse de mérite qui va bientôt être annoncée, la numérisation de nos processus de remboursement, mais ça a été vraiment l'occasion de se renouveler du côté de la HEC. Donc, on passe maintenant à la VP développement durable Alexia. Du coup, Alexia, sans plus attendre, dans ton plan d'action, tu mentionnais le fait que tu voulais optimiser la communication en lien avec le développement durable à HEC. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu as réussi à améliorer durant ton mandat? Oui, donc qu'est-ce qui est intéressant avec la partie plus développement durable, la vie associative, c'est que non seulement la communication devait se faire à l'interne au niveau de la HEC et ses comités, mais après, il y a aussi des groupes d'intérêt, que ce soit au niveau du bac ou même au niveau du cycle supérieur, qui représentent aussi des intérêts en développement durable. Donc, je voulais en fait améliorer la communication un peu sur ces deux fronts. Donc, au niveau interne, chaque comité a nominé en fait un responsable développement durable et donc, à travers eux, je fais poser des questions, où eux, ils pouvaient venir me poser des questions, donc ça a facilité la communication. Et après, pour la suite, au niveau externe, non seulement qu'il y a un conseil développement durable qui s'est créé en fait au tout début de mon mandat, donc quelques mois avant mon arrivée en mandat, qui regroupait, exemple, Nova, Humanitaire, la HEC, la SCS, etc. Et aussi un autre conseil qui s'est créé en EDI, donc Équité, Diversité et Inclusion,
et bien-être aussi. Donc, à travers ces 2 conseils-là, je pouvais vraiment, que ce soit au niveau administratif, mais aussi juste au niveau plus informel, communiquer avec les autres groupes d'intérêt. Donc, je pense que ça nous a vraiment aidé cette année. Donc, comme moi, c'est sûr que j'ai pu avoir une meilleure compréhension globale de qu'est-ce qui se passait au niveau du DD dans les autres comités, mais c'est aussi un lien direct avec la direction. Super. Et du coup, on sait que HEC, quand même, est bien présent dans les initiatives DD. Et dans ton plan d'action, tu avais pour projet de les pousser encore plus loin. Et notamment, tu voulais faciliter le processus de revente des manuels. Donc, on sait que ça a été un peu peut-être plus compliqué cette année. Et aussi, tu parlais d'un système de récompense pour les personnes qui étaient le plus éco-responsables. À quel point est-ce que ça a été impacté par la pandémie, tous ces projets? Et est-ce que, du coup, en parallèle, tu as pu mettre d'autres choses en place pour compenser? Oui, donc c'est sûr que de valoriser un peu toutes les initiatives d'aider, que ce soit au niveau des individus, au niveau des comités, était vraiment important. Pour commencer avec ça, donc, on a une bourse d'aider qui est offerte en fait un montant à louer justement pour chaque session où on offre au comité la possibilité de soumettre leur événement, leur conférence et leur projet. Je dois dire que j'ai été très agréablement surprise de la qualité, en fait, des initiatives d'aider. Donc, le développement durable, c'est pas seulement l'éco-responsabilité, ça peut être l'inclusivité, ça peut être d'aborder ce genre de sujet-là. Et on a pu voir beaucoup de comités, justement, s'embarquer dans ces projets, prendre action. Donc, j'ai eu la chance de quand même débourser plusieurs montants à différents comités pour justement les supporter et les aider. Donc ça, c'est un support financier, mais après, il y avait aussi un support de justement être en contact, voir quels partenaires que peut-être on pourrait discuter, qui pourraient être intéressants avec eux, comment pousser leurs idées. Donc, j'espère pouvoir avoir aussi donné ce support-là en répondant à quelques questions. Et après, par la suite, pour mon propre projet d'économie circulaire, donc oui, en effet, c'est un peu plus difficile à mettre en place car il n'y a pas beaucoup d'étudiants sur le campus, mais c'est le genre de projet qui doit se jouer à long terme, donc qui est vraiment en cours présentement en discussion avec la coop pour voir comment, justement, on peut promouvoir la revente de manuels, quelque chose qui est bénéfique sur 2 des piliers du développement durable, donc l'économie et l'éco-responsabilité. Donc, à voir si par la fin de mon mandat, ça peut être un projet qui peut être terminé ou sinon un projet qui peut être aussi délégué au prochain VPDD parce que l'aspect durable doit être très, très important dans ce poste. Donc, c'est quelque chose que j'espère qu'au moins, à la prochaine session d'automne, ça va pouvoir être en place pour tout le monde. Donc, jetez pas vos manuels, gardez-les. C'est noté. Et du coup, je me permets de rebondir parce que tu as mentionné notamment l'inclusivité. Et il me semble que vous avez donc mis un sondage justement pour l'inclusivité qui devait aider à la compréhension, à la réduction des discriminations. Quel bilan vous en faites aujourd'hui de ce sondage? Oui, donc je tiens premièrement à féliciter. En fait, c'est une initiative qui a été guidée, un peu mise en place par l'Association du cycle supérieur. Moi, après, ils m'ont un peu embarqué justement pour qu'on soit capable d'avoir cette initiative au sein des 4 associations étudiantes à HEC. Donc, premièrement, c'est vraiment eux qui ont starté le projet. Après moi, j'ai embarqué justement et j'ai participé à la rédaction et tout. Maintenant, en termes de conclusion, je pense qu'une première conclusion qui peut être tirée, c'est qu'on a vu un taux de réponse très, très, un haut taux de réponse. On ne s'y attendait pas nécessairement, mais on a vu vraiment une ouverture vers la discussion. On a vu sur les réseaux sociaux aussi des gens qui étaient contents que ce sondage arrivait. Donc, premièrement, ça, c'est une première conclusion qu'on pouvait faire même avant d'ouvrir les données. Maintenant, pour les données plus quantitatives, pour une conclusion plus quantitative, les réponses au sondage sont encore en train d'être analysées. En fait, c'est le type de sondage avec des données très confidentielles, des témoignages très confidentiels. Donc, les données sont analysées par quelqu'un à l'externe. Et après, nous, par la suite, on va avoir le droit aux conclusions. Mais juste par le taux de réponse, on peut voir que les gens en avaient beaucoup à dire, autant constructif, aussi comment s'améliorer dans les prochaines années. Donc, j'ai hâte justement de pouvoir prendre ces conclusions et pouvoir les passer aussi à la prochaine AE afin d'améliorer la réalité. Top. Et du coup, là, on a quand même mentionné pas mal de projets que tu as réussi à mettre en place de ton plan d'action. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as réussi finalement qui n'étaient peut-être pas prévues dans tes projets initiaux, mais qui ont été permis et facilités par le Covid? En fait, je pensais qu'un de mes projets allait devoir être cancellé, qui était la collecte de sang. Donc, c'est sûr qu'avec la pandémie, avec la fermeture la cancellation de beaucoup d'événements présentiels, je pensais que ce projet, cet événement allait en fait tomber un peu à l'eau, mais on a été quand même capable de le faire et de remplir les objectifs d'Aimant Québec. Donc, je tiens aussi à remercier les étudiants qui sont tous venus. Je veux dire, ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas de donneur de sang parce que c'était certainement pas moi qui avais donné comme 80 fois. Donc, cet événement a quand même été possible et
justement de voir les gens qui venaient sur le campus, même juste pour ça. Je veux dire, c'était une belle opportunité aussi de pouvoir voir un peu les gens et leur demander comment ils allaient. Donc, je dirais que c'est un autre événement bien réussi. Super, merci beaucoup. Aymeric, du coup, je te rends la parole pour le cher président de l'AE. Merci Thomas. On arrive enfin à Vincent, président de la HEC. C'est le gros morceau, hein, c'est le dernier. Comment ça va, Vincent? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Ce que les gens ne savent pas en plus, ce qui est drôle, c'est que j'habite juste au-dessus de toi. Mais oui, c'est ça, on est voisins. Vincent, le président de la HEC, c'est quoi un petit peu son rôle là, si on veut le résumer? Le rôle du président de la HEC, je dirais, c'est d'être capable de lier tous les différents partis qui sont présents à HEC ensemble et d'être capable de gérer le tout afin de rendre le tout comme un projet commun. Donc, si je peux m'expliquer un peu, on a les comités, on a les membres exécutifs de la HEC, j'ai mon conseil d'administration, j'ai une employée, il y a le système de la direction, il y a les SAE, il y a les membres externes. Bref, toutes ces parties-là, c'est des parties qui sont inclus dans la majorité des projets de la HEC. Et moi, mon rôle, c'est vraiment de faire le lien entre tous ces petits aspects-là afin d'aider les projets à avancer plus vite. Absolument. Donc, si je comprends bien, tu as un rôle un peu de colle, de glue, et pour toi, c'est faire l'unité de la HEC, de ses comités, de ses membres qui est important. Alors, dans tes projets, il y avait une de tes intentions qui était de faire un processus de révision des processus internes. Est-ce que tu peux m'expliquer et expliquer aux gens qui nous écoutent en quoi ça consiste et si ça a pu être mis en place? Je pense que le COVID a été un très bon accélérateur à ce projet-là. De base, c'était le projet qui me tenait le plus à cœur. Puis quand on est arrivé en temps de COVID, veux pas, d'habitude, la HEC, c'est une compagnie qui fait plus d'événementiel en présentiel. Et là, étant donné qu'on était tous en ligne, on a tout dû revoir à cause du COVID. Donc ça, je dirais qu'on a dû faire des changements court terme un peu pour s'adapter au COVID. Et il y a plusieurs changements long terme qui ont été faits aussi. Moi, de base, la façon que j'aime gérer mon équipe, c'est que c'est pas mon équipe qui travaille pour moi, mais comme moi, j'aime aider mon équipe à réaliser leurs projets. Donc, c'est ça qui s'est passé beaucoup. Pour donner des exemples, il y aurait le pôle communication qui a refait le site web de la HEC. Il y a le pôle DD qui a mis beaucoup plus d'aspects sur l'aspect social du développement durable, contrairement à habituellement que l'aspect environnemental est plus d'avant. On pourrait penser au pôle trésorerie qui a revu tous les processus comptables de la HEC et qui est en train de voir la gestion des liquidités. Donc, en bref, moi, mon travail, ça a vraiment été d'aider un peu tout le monde de mon équipe dans leur projet, justement, afin de tout revoir les processus et être capable de profiter un peu du temps supplémentaire qu'on a cette année dû au COVID pour concentrer nos énergies vraiment sur une restructuration interne de la HEC. Absolument. Ouais. Donc, si je comprends bien, finalement, le contexte dans ce cas-là a été bénéfique parce que la HEC a été capable de se recentrer et peut-être de corriger les petites erreurs ou les petits problèmes qui étaient là depuis un certain moment. 100%. Je ne dirais pas que c'était des petits problèmes qui causaient vraiment, qui étaient vraiment impactants, mais il y a gros des aspects que c'est juste que ça faisait des années que ça n'avait pas été revu. Si on pense au processus comptable, on a changé de firme comptable pendant cette année avec nos nouveaux états financiers. Donc, elle a pu nous apporter une nouvelle aide justement par rapport à des nouvelles critiques par rapport à nos façons de faire. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, c'est ça. En général, on a juste tout fait la job qui traîne depuis longtemps, étant donné qu'on a plus de temps à mettre un peu de ce côté-là avec la pandémie. Effectivement. Super. Tu souhaitais également encourager la collaboration entre les comités, notamment au niveau des événements. Est-ce que tu as le sentiment que les comités ont plus collaboré cette année? Si on y va en termes pas de pourcentage, mais si on y va en termes de pourcentage de activités collaboratives et activités seules en général, je pense qu'il y a eu beaucoup plus peut-être pas beaucoup plus, mais il y a eu beaucoup de collaborations qu'on a vues parmi les comités. On peut penser au JDGRA entre le CCHEC et le CSL. On peut penser juste hier, il y avait un atelier avec le comité GRH et l'AM. Donc, c'est ça. En général, je pense que les comités, le COVID a fait en sorte que on a réalisé qu'il valait mieux concentrer nos énergies à faire des meilleurs événements qu'une grande quantité d'événements. Donc, cette façon de penser-là nous a un peu automatiquement apporté avec les comités à faire plus de collaboration. OK, super. On se souvient tous un peu des élections de la HEC de l'année dernière, c'était quand même très intense, notamment au niveau de la présidence, on avait 2 candidats qui
qui était très solide. Une de tes promesses de mandat qui t'a fait inciter les gens à voter pour toi, c'était d'assurer une proximité ressentie entre l'association étudiante et les collègues de classe. Donc, voilà, les conditions prouvent que ça a été difficile. Est-ce que tu penses tout de même que l'AEHEC a réussi à créer un lien, à nouer une proximité avec ses étudiants? À 100%. Je pense que, par exemple, ce n'est pas le même lien que moi je voulais mettre d'avant au début. Je pense qu'au début, la sorte de proximité qu'on parlait, c'était surtout une proximité sociale, être plus près des gens être plus près des gens en général, plus leur parler, être plus les connaître en général. Mais la COVID, avec la distance et tout, c'est sûr, la proximité sociale ne peut pas se faire. Donc, je pense que ça a plus été changé pour une proximité, comment je faisais ça, une proximité d'écoute. Donc, si je peux décrire ça un peu, une proximité d'écoute, c'est surtout si je prends la population en général, que ce soit les étudiants, que ce soit les comités, moi, ma façon de faire, c'est vraiment ma job du quotidien, la façon que j'essaie de l'appliquer. C'est du moment que j'entends qu'il y a un problème à quelque part, j'ai pas de. Genre, mon réflexe premier, c'est pas de me dire est-ce que ça vaut la peine de le faire ou non, est-ce que je laisse le projet. Mon premier réflexe, c'est toujours je vais aller voir la personne, je vais m'assurer qu'elle va bien, je vais essayer de comprendre un peu plus le contexte, comment que je peux l'aider, puis de l'aider avec ce problème-là. Fait que la proximité d'écoute, elle s'est surtout développée avec justement avec ça, en allant parler aux personnes, en s'assurant que tout va bien et en donnant un petit coup de pouce davantage au projet. Et une autre proximité que j'ai mis d'avant, que je n'avais pas vraiment prévu au début, c'est une grande proximité avec la direction de l'école. Je pense que le fait que les cours étaient à distance, ça a fait en sorte qu'à chaque semaine, j'ai beaucoup de rencontres avec la direction. On a beaucoup travaillé avec eux afin de revoir les cours en ligne, afin de revoir plusieurs processus partout un peu HEC. Donc, j'ai eu la chance vraiment avec le COVID de parler avec tout le monde de la direction, de parler avec tout le monde de l'école, de travailler avec eux, mais surtout d'essayer d'améliorer la situation justement pour vous offrir à la population étudiante la meilleure vie étudiante possible. Effectivement, et si je peux me permettre d'en reparler, l'AEHEC, on peut le resituer au centre d'un jeu d'acteurs qui sont les comités, les étudiants, la direction, le service aux étudiants, le conseil d'administration. Finalement, comment est-ce que tu estimes quel a été le rôle de l'AEHEC au sein de ce jeu d'acteurs et est-ce que vous avez réussi à maintenir des relations adéquates avec chaque acteur? On a le côté relation, pour vrai, je pense que c'est vraiment la force de l'AEHEC cette année. La relation qu'on a avec les différents acteurs qui sont là pour nous aider est vraiment excellente. Du moment qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, on fait juste écrire à la personne concernée. Si je peux donner un exemple, par exemple, on peut passer pendant les finaux à la première session. On sait que la bibliothèque n'était pas assez ouverte longtemps et tout. Donc, tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai été mis en contact avec le directeur de la bibliothèque. J'ai parlé du problème, on a réglé ça. Ça a pris même pas 2 jours et ça a avancé. Donc, je pense que ça, c'est un peu la sorte de proximité qu'on a mis d'avant avec eux. Une proximité qui fait en sorte qu'on gère les projets beaucoup plus rapidement et qui n'est pas vraiment une confrontation entre les parties, mais qui est surtout c'est ça, c'est pas une confrontation, mais on est surtout là vraiment pour s'aider et faire avancer les projets ensemble. D'accord, ouais. Donc une vraie dynamique de dialogue qui s'est installée avec cette pandémie. Ouais. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire, du coup, parce qu'on a parlé de bons aspects de l'AEHEC, de ce qui s'est passé, est-ce que tu pourrais me parler plutôt des défis? Qu'est-ce qui a été difficile pour l'AE cette année? Encore une fois, le COVID. Je pense que le plus gros défi de notre mandat, ça a été, tu sais, quand on commence dans l'AE en juin, habituellement, on apprend notre rôle un peu sur le tas. On apprend à force de pratiquer, puis on l'apprend un peu en regardant qu'est-ce qui était fait dans les dernières années. Le plus gros défi cette année, ça a vraiment été qu'on devait apprendre notre poste en même temps de un peu changer notre poste dû au COVID. Fait que un peu c'est ça, le mix de ces deux-là, ça a vraiment été un gros défi pour notre début de mandat. Puis si je vois un peu plus du côté personnel, moi, ma première session, je l'ai vraiment passé à un peu régler les problèmes que le COVID a apporté l'année dernière. Donc, l'annulation de beaucoup d'événements, dont le bal définissant qui a pris beaucoup de temps. Donc, moi, personnellement, le plus gros défi que j'ai eu, c'était réparer les dégâts du COVID de l'an dernier. Je comprends. Donc, de la manière dont je comprends, il y a eu un réel enjeu d'adaptation pour chacun des membres de l'AEHEC et ça a été peut-être un des défis principaux de cette année. Pour terminer, Vincent, j'aimerais juste, quels sont selon toi les éléments que tu aimerais souligner de cette année? Qu'est-ce que tu en retiens? Quelles ont été les plus belles réussites?
Les plus belles, ça va peut-être sonner quétaine un peu, mais je pense que la plus belle réalisation de l'AE cette année, ça a été, en tant qu'équipe, on a vraiment une très, très belle chimie. On a une belle proximité malgré la distance. Tout le monde reste motivé malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir un peu partout. Bref, je pense que la plus grosse réussite qu'on a eue cette année, c'est surtout au niveau personnel, nous, l'apprentissage qu'on a fait et les bonnes connexions qu'on a faites aussi avec un peu tout le monde. Et super. Et j'imagine que ça a dû se refléter tout de même aussi dans vos projets pour les étudiants. Il y a eu Oui. aussi de la réussite pour les étudiants. Oui, à 100%. Je pense que le fait qu'on ait une bonne chimie d'équipe a fait en sorte qu'on ait une bonne chimie d'équipe et qu'on soit motivé a fait en sorte que personne n'a jamais lâché. Les gens en général de l'équipe, en général tout le monde, les gens de l'équipe, on aime toujours essayer d'aller voir plus loin que ce qu'on voit dans le problème. Ça, c'est vraiment un très, très bon atout qu'on a aussi comme équipe. Du moment qu'on a un problème, qu'on fait face à une situation un peu inconnue, qu'on n'est pas trop sûr quoi faire, on est tout le temps très réactif. On s'appelle en équipe, on en parle en équipe. C'est très, très rare qu'on ait des confrontations, encore une fois. On y va tout le temps en essayant de trouver une solution plutôt qu'un problème. Donc, ça, c'est notre façon de bien gérer la crise. Je pense que ça a très, très bien été fait. Incroyable. Merci beaucoup, Vincent. Ça fait plaisir. Merci à toi. Moi, je peux commencer. Ça va être un peu plus du point de vue personnel. Moi, pour vrai, au début de l'année, j'ai vraiment trouvé ça difficile de me faire shutdown une deuxième fois un gala. Au point de vue émotionnel et au niveau émotionnel et au niveau de la motivation pour le reste de l'année, ça m'a vraiment mis à terre parce que moi, j'allais vraiment plus dans le poste de VP exécutif pour le côté de l'événementiel. Genre, c'est vraiment ça qui m'avait accroché l'année passée dans CSL. Puis le fait de voir retourner un peu mon mandat puis me lancer dans un mandat de droit et politique, c'était vraiment pas ça à quoi je m'attendais. Mais pour vrai, avec des élections puis un gala hommage qui reste à la fin de l'année, je pense que ça a été une belle façon d'innover en ligne puis de retourner la situation. Alors, pour vrai, ça a été ça le plus difficile de mon côté. Moi, je vais là, du coup, désolé Alexia. Très correct, vas-y, Lulu. Moi, au niveau de mon poste à moi, donc c'était vraiment beaucoup, beaucoup de défis. Premièrement, la restructuration des partenaires, parce qu'il faut savoir que mon rôle est quand même assez central dans le sens où c'est moi qui vais permettre de financer nos événements, en partie en tout cas. Puis c'était très compliqué parce que dès le début, enfin dès qu'on a le moment où on a été élu, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses que je comptais faire qui n'allaient pas pouvoir être faites et énormément de choses qui sont faites habituellement d'année en année sur le pôle externe qui ne seront pas possibles, qui ne seront pas faites en tout cas. Et le principal défi, c'est ça a été la restructuration des partenariats et de la structure des partenaires qu'on a habituellement. C'était très compliqué, c'est-à-dire qu'à chaque jour, il y avait des nouveautés, des nouvelles règles, que ce soit des règles sanitaires par le gouvernement ou d'autres choses plus internes à gérer. Donc c'était chaque jour changer les plans qui avaient été mis en place la veille, essayer de se réadapter, essayer de trouver des solutions pour les partenaires, les contrats qui ont été signés pour que les partenaires soient satisfaits, essayer de trouver des solutions pour que les comités soient satisfaits. C'est beaucoup de stress en fait, ça a été beaucoup de stress pour moi en tout cas de m'assurer que tout le monde est satisfait et que tout le monde va pouvoir recevoir ce qu'il attend. Donc c'est ça, dans mon sens, c'était ça les principaux défis. Donc, c'est sûr que moi, j'avais dit que je voulais vraiment ramener, c'était mon objectif niveau social, c'est là où beaucoup plus de mes expériences étaient. La pandémie a en fait créé un contexte qui était favorable en fait à ramener, mais qui amenait ses propres enjeux. Donc, c'est sûr que pendant l'été, on a eu le Black Lives Matter qui montrait que c'était vraiment une inquiétude partagée chez beaucoup de gens et que c'était un besoin. Donc, au niveau de ça, j'ai pu justement, avec Maxime, retravailler sur intégrer justement tout l'aspect EDI dans les chartes du VPDD, donc dans son rôle. Et après aussi, qu'est-ce qui était santé mentale, qui fait aussi partie, qui a été ressenti, je pense, beaucoup au niveau du pôle académique et du pôle développement durable. Et après, c'est sûr, au niveau de l'AE au grand complet, c'est aussi un autre enjeu qui a été amené, mais justement, à cause que c'était mon objectif principal, je pense que c'était plus une question de comme, prendre en compte tout ce qui se passait, toutes ces variables, et essayer juste de comprendre quelles ressources qui devaient être mises de l'avant. Donc, c'était vraiment une année d'écoute, je dirais,
Donc, peut-être ça peut expliquer certains de nos projets. En tout cas, particulièrement, Émilie, c'était beaucoup une année d'aller écouter, d'aller à l'encontre des étudiants, même si on était dans un contexte où on ne pouvait pas aller les rencontrer physiquement, et de voir c'était quoi les inquiétudes et comment est-ce qu'on pouvait améliorer les choses pour les années à venir, parce qu'on avait un peu une année de latence au niveau événementiel. Donc, on peut justement se permettre de faire ça. Donc, ça a été un enjeu, mais qui avait un peu un côté aussi qui est plus favorable à justement amener des changements un peu plus durables au sein du pilier social. Moi, c'est comme je pense que je l'ai dit un peu tantôt, là, je pense que c'est un peu le mot d'ordre, la santé mentale des étudiants. C'est d'autant plus difficile à distance de savoir qu'il y a des personnes qui vont moins bien. Que derrière un écran, souvent la caméra filmée, c'est difficile d'aller rejoindre les étudiants. Mais je pense que les autres pouvaient embarquer, mais je pense que vraiment on a mis le plus d'efforts qu'on pouvait là-dessus, puis on continue à en mettre aussi là, pour aider. Ouais, 100%. Puis je dirais aussi que les comités aussi. C'est dur aussi de voir que nos comités, on ne peut pas les voir faire leurs événements. Eux aussi, ils ont un mandat, puis eux aussi, ça leur crève le cœur pour certaines assos comme le comptoir qui ne peuvent absolument pas faire grand-chose. C'est dur de voir ça, sachant que eux aussi, leur santé mentale est importante, les escouades aussi. Donc, je pense que c'est ça le plus dur à voir. Pour vous. Je pourrais dire un peu plus du côté trésorerie, c'est que, étant donné qu'on a un peu prévu vraiment tous les scénarios, c'est dur de voir vraiment qu'au fur et à mesure, plus ça continue et plus on reste sur le scénario hybride, plus comme des moments où on espérait en fait un retour au présentiel et plus on s'en rapproche, plus on se rend compte qu'on va rester sur le scénario hybride. Donc ça, c'est un peu difficile. Mais vu que c'est des initiatives qui restent cool, c'est des alternatives qui restent intéressantes pour tous les étudiants, ça reste une bonne année en soi. Donc, Moi, j'ai travaillé avec la Bourse des mérites avec Mayou pour la motivation des communautés. Mais moi aussi, en général, je pense que c'est garder le pace. Pour vrai, moi, je pense que c'est ça mon gros défi. Là. Moi, les étudiants. Oh, mon CV est parti. Bienvenue en ligne. Tout le monde est extrêmement fatigué. On vit toutes des conditions différentes puis difficiles à la fois dépendant de chacun. Puis juste essayer de garder le fort allumé, puis s'assurer qu'on est capable d'offrir, que les comités offrent des événements de tout genre, être capable de rejoindre tous les étudiants à la fois, que ce soit niveau spécialisation, sport. Sport, c'est plus complexe, mais Will désormais a trouvé le concept des athlètes. Vraiment, à tous les niveaux, c'est vraiment ça. Pour moi, là, personnellement, c'est garder le pace jusqu'à la fin de l'année. Je ne sais pas ce que les autres, vous en pensez quoi, là? Moi, je pourrais dire par rapport à ça que ça va même venir en deux types d'événements en fait. Là, on est vraiment en train de préparer nos gros événements d'envergure de fin d'année. Donc vraiment des alternatives virtuelles, mais qui seront quand même d'envergure et qui auront un vrai impact sur la communauté étudiante. Donc ça sera vraiment des vraies expériences de A à Z. Ça va surtout permettre de garder ces événements qui sont des piliers en soi dans la vie de la HEC d'année en année, dans la mémoire des étudiants. Et quand ils vont revenir en présentiel l'année prochaine, ça ne sera pas juste un événement qui sort de nulle part, ça sera vraiment dans une continuité. Ça aussi, c'est notre responsabilité en tant que telle. Sinon, à part ça, c'est pas juste garder la mémoire de la HEC, c'est pas juste organiser des événements d'envergure à la fin de l'année, c'est aussi avoir des événements comme on le fait depuis le début de l'année, de façon hebdomadaire, vraiment chaque semaine, plusieurs événements. Les comités ont vraiment trouvé une formule qui marche, qui commence à appliquer vraiment un peu à la lettre. Ils ont essayé beaucoup pendant la première session des tests. Là, ils appliquent ce qui plaît à leurs étudiants, en fait. Donc vraiment, ça va partir beaucoup sur beaucoup d'événements à petits comités, mais qui n'auront pas beaucoup de dépenses, et des gros événements d'envergure où il y aura beaucoup de participation d'un coup, du coup. Puisque je suis seule avec le micro, les Activités, on a présentement en cours un projet au niveau de fournir des ressources un peu plus précises pour les étudiants, au niveau justement d'aller les supporter dans ces temps, je n'aime pas se dire ces temps plus difficiles, mais c'est ça qui est ça. Donc, au niveau support mental et tout, on a des projets en cours qu'on a hâte de justement pouvoir discuter. Donc, moi, je pense que ce serait pour ma part, ce serait un peu qu'est-ce qui reste à venir. Ça et l'économie circulaire, espérons, assez bientôt. Okay. Donc, moi, pour ma part, j'ai pas mal de projets qui concernaient la mise en lien, la mise en contact des comités et des partenaires. Donc ça, c'est des choses que j'ai pas pu faire en première session parce que c'était plus compliqué et beaucoup de restructuration à faire. Donc là, je pense que c'est mon objectif principal d'ici la fin de l'année, c'est de pouvoir, notamment la journée partenariat, c'est un événement qui me tient vraiment à cœur parce que je trouve que c'est premièrement une opportunité de réseautage pour ces comités qui, toute l'année, font des événements pour les étudiants, puis là, vont permettre d'avoir une journée où
ils pourront parler aux entreprises, se faire des contacts, etc. Puis même dans leurs activités en tant que comité, ça peut les inspirer pour faire des événements avec ces entreprises-là. Moi, dans le fond, j'aimerais vraiment ça finir mon mandat de révision des chartes. Pour vrai, je vais peut-être pas finir mon uni avec un bac en compta, mais bien avec un bac en droit. Who knows? Mais aussi, j'ai parlé aussi dans mon plan d'action d'un projet de cocktail de réseautage des comités avant le recrutement. Ça, c'est un projet que j'avais planifié faire en présentiel, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir l'instaurer en ligne. Ça risque d'arriver bientôt. On en a parlé à la table des présidents il n'y a pas longtemps, alors je continue de travailler là-dessus en même temps que les élections. Croise les doigts pour que la plateforme de vote fonctionne bien cette fois-ci. Ça, ce serait un autre objectif qui serait nice. Puis aussi, parlant du gala hommage, j'aimerais vraiment ça pouvoir amener le gala en ligne à un autre niveau. L'année passée, j'ai eu la chance de participer à l'organisation du Bal du Gras qui était dans les premiers événements en ligne. Mais j'aimerais vraiment ça, passer de là à là pour le gala hommage. Alors, c'est ça. Ça, c'est mes projets pour la fin d'année. De mon côté, on a notre fidèle employé Nicole des 40 dernières années et plus qui va prendre sa retraite l'année prochaine, malheureusement, qui est très triste. Donc, un de mes projets d'ici la fin de l'année, ça va être de lui trouver un ou une remplaçante à son poste. Donc, on va devoir lancer le processus de recrutement. Du côté du conseil d'administration, je suis présentement en train de développer une sorte de logiciel de façon de faire pour mieux stocker les informations année après année et instaurer une certaine mémoire institutionnelle dans la EHEC pour vraiment faire un meilleur follow-up de qu'est-ce qui se passe d'année en année dans la EHEC et ne pas refaire les mêmes erreurs à chaque année. Sinon, il y a le côté de la trésorerie, que les processus comptables, on a vraiment, vraiment beaucoup avancé, mais il en reste encore beaucoup devant nous. Donc, il y a de ce côté-là que je risque de donner un bon coup de main aussi. Puis sinon, ça va être une aide générale comme à l'habitude. On a bientôt fini, on tient bon. Des dernières questions, cette fois-ci, qui viennent des étudiants. Et je vais faire l'effort de les dire comme elles ont été dites. Donc, parfois, ça pourra être plus ou moins violent, vous verrez. Mais l'idée, c'est que vous puissiez répondre à ces questionnements et être transparent avec nos étudiants qui se posent des questions. J'ai une première question qui est: à quel point avez-vous été surpris que les intègres ou journées d'accueil se soient déroulées sans aucun cas Covid? Est-ce que c'était un étonnement pour vous? Quelles sont vos réactions? Ben, je pense pas qu'on ait... Est-ce qu'on a été surpris? On n'a pas été surpris, mais on a été content. Dans le sens qu'on a vraiment travaillé fort avec les SAE, avec la direction pour mettre en place, puis avec le CSL bien sûr, pour mettre en place des intégrations vraiment le plus sécuritaires possible que selon les lois, selon tout ce qu'on pouvait se permettre. Donc, je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu de COVID, ça nous a surtout rendu contents et un peu plus optimistes. La situation a fait en sorte qu'on est tous tombés en zone rouge et en confinement. Mais après les intégrations, on est surtout tombé optimiste un peu plus par rapport à l'organisation événementielle que oui, c'était possible de faire des événements si on était capable de faire attention et qu'on avait la collaboration vraiment de tous les participants. D'accord. Donc, on constate tout de même un soulagement. Il y a eu un travail de fond qui a été fait et qui a porté du fruit. Le CSL, par exemple, a réussi à faire des intégrations qui ont été globalement un succès, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Je pense que côté CSL, ils ont fait une très, très, très bonne job. Les rookies, même si ce n'était pas les mêmes intégrations que d'habitude, l'important, c'est qu'on leur ait transmis le message, c'est quoi l'HEC, c'est quoi le verbe, ils ont pu connaître du monde, fait que rendu là, puis tout est en sécurité aussi, fait que rendu là, je pense que c'est mission accomplie. Je pense qu'on a pris beaucoup de mesures de précaution là-dessus. On a été, faut savoir que nous, c'était le premier événement qu'on organisait, non seulement, mais en plus le premier événement en temps de Covid. Et on a pris beaucoup de précautions, on a beaucoup pensé, on n'a pas forcément été toujours les personnes les plus agréables avec tout le monde parce qu'on devait faire respecter les limites et c'était pas facile et c'était un bon moyen de commencer notre mandat. Mais c'était vraiment pour la santé des étudiants, donc on est content que ça s'est bien passé et puis qu'il y a au moins pu avoir ça pour les rookies. Puis c'est aussi à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que c'était très dur d'organiser des événements en temps de Covid. C'est une responsabilité que personne ne voudrait avoir. C'est la santé qui est entre nos mains. Donc, c'est aussi pour ça que les événements, quand on veut en organiser, on se demande vraiment beaucoup après, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que on va pouvoir tenir cette responsabilité en fait?
Puis pour faire du pouce là-dessus, là, je voudrais juste rappeler que, dans le fond, on a décidé d'arrêter tous les événements présentiels avant la demande de M. Legault. Dans le fond, je pense qu'on a été quand même très proactif par rapport à ça. On regardait chaque jour les mesures, l'actualité, les cas à chaque jour. Je pense que j'ai un fichier Excel dans mon ordinateur pour regarder tout ça. Puis, c'était vraiment calculé, là, les intégrations. On ne les aurait jamais faites si on avait le moindre doute que la santé d'un étudiant pouvait être affectée. Puis d'ailleurs, aussi, qu'est-ce qui avait été fait? Là? On avait un registre de chaque personne. Il était où, à quel moment, quel contact possible avec les adresses courriel. S'il y avait eu un cas, en moins de 12 heures, on était capable d'envoyer un courriel pour avertir tout le monde. Fait vraiment, je pense que c'est des affaires qui n'ont pas été vues parce qu'il n'y a pas eu de cas de COVID, mais s'il y en avait eu, on était prêt pour remédier rapidement à la situation. C'est ça. Et l'avantage qu'on avait aussi, c'est qu'on soit... Pourquoi est-ce qu'on pouvait réagir en voyant les nouvelles gouvernementales? C'est parce qu'à la base, on n'appliquait pas ces mesures, on appliquait des mesures encore plus strictes. C'est-à-dire qu'en voyant une réaction du gouvernement, nous, on avait encore du loose pour réagir. On pouvait soit décider d'affermir notre position pour prendre encore plus de précautions, ou alors de garder notre position qui déjà était dans la mesure du légal. Donc je pense que c'était vraiment ça un peu le plus grand avantage qu'on avait. Et ça nous laissait vraiment le temps de bien réagir. Moi, ma fierté, c'est qu'on n'a pas fait les journaux. Ça veut dire qu'on a bien fait ça. Exactement. Ouais. Donc, prochaine question. Malgré la pandémie, plusieurs autres facultés organisent des événements virtuels. Pourquoi n'avez-vous pas prévu une version virtuelle des réseautages si importants dans le domaine des affaires? Si, pour répondre à cette question-là, moi, j'invite les étudiants qui se posent cette question-là à aller voir quand même les comités de spécialisation de la HEC. Il y en a plusieurs. Dans le fond, ces comités-là, ils ont organisé quand même beaucoup de cocktails de réseautage depuis le début de l'année. Puis sur leur page, ils mettent quand même du contenu. Puis vous avez aussi les services de gestion de carrière. Ça, c'est pas sous la HEC, vous aurez compris, mais allez voir les services de gestion de carrière. Ils ont beaucoup d'offres de stage, ils organisent plusieurs affaires pour les étudiants, même en temps de pandémie, pour le réseautage et tout. Donc, c'était mon message. Ouais, moi je pense que Will, il a bien répondu. Tous les comités de SPE font des événements réseautage au niveau professionnel. Que ce soit 4 à 7 en ligne, ça c'est plus c'est mon domaine précis. Il y a deux tranches d'idées à ce niveau-là. Est-ce qu'on fait des 4 à 7 en ligne ou on n'en fait pas? Puis j'ai fait les Jeux du commerce dernier en début janvier. Puis j'ai vraiment en plus expérimenté que ça ressemble à quoi 70 personnes avec de la musique, pas dans un Zoom. Puis littéralement, ce qui arrive, c'est que tu as 70 personnes qui écoutent de la musique, mais qui n'est pas capable de parler. Puis l'effet réseautage, à mon avis, pour moi, n'est pas là. Niveau hybride, que ce soit d'arriver, j'ai proposé 5 à 6, ça, j'étais vraiment fier. Que ce soit 100% hybride, mais moi, mon thinking derrière ça, quand c'est en ligne, c'est que les étudiants ont eu leur jour. Admettons, les deuxième, troisième années ont déjà eu la chance de se faire leur cercle, pas à travers leur première année. Fait que s'il veut vraiment avoir la chance de prendre un verre avec ses amis, je suis pas mal convaincu qu'il va le faire par lui-même. Il va se texter 3-4 de ses amis proches pour avoir justement pas trop de monde dans le Zoom, puis avoir un flow de conversation qui est relativement intéressant. Puis, pas, au niveau des premières années, ils ont eu la chance d'avoir une journée d'accueil, 2 semaines actives en événementiel, que ce soit que le 5 à 6 ou genre aller à l'école, ils ont eu la chance de se rencontrer à travers un cours. Fait que je suis mal convaincu qu'ils ont eu la chance quand même de faire de certaines connexions, puis d'avoir eux autres aussi à leur chance de devoir dire comme 3-4 amis qu'on peut dire hey, on va prendre un verre ensemble en Zoom. Parce que faire un événement, annoncer un 4 à 7 en ligne où est-ce qu'il y a 100 personnes qui viennent, mais littéralement, ce qui arrive, c'est je me ramasse à boire un verre devant de la musique puis regarder du monde un peu, mais comme je considère que l'interaction n'est pas là du tout, en fait. Fait que moi, je me dis, dans le fond, je veux juste encourager un jeune à boire tout seul chez lui devant son écran. Est-ce que le plus value est vraiment là que l'organiser toi-même de son côté? Moi, je considère que les étudiants sont capables d'avoir l'initiative. Moi, c'est mon idée. Moi, c'est mon mindset par rapport à ça. Il y a des gens qui pensent se présenter VP interne, qui sont venus me parler et sont dit moi, je veux absolument faire des 4 à 7 en ligne. J'ai eu les deux écoles de pensée. Puis à partir de là, je pense qu'il n'y a pas vraiment un qui est meilleur que l'autre. C'est juste que moi, je suis allé vers une direction.
Si je peux, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent rajouter là-dessus. Moi, si je peux compléter justement pour justifier un peu la direction qu'on a pris, c'est qu'à la fin, pour restructurer nos événements, on n'a pas considéré le déroulement d'un événement en temps normal, c'est-à-dire un événement où tout le monde se retrouve sur un même endroit et échange pendant 3-4 heures. On a plus pris la mission même de l'événement. À la fin, c'est quoi l'objectif d'un 4 à 7? C'est que les gens échangent, que les gens se rencontrent et que les gens passent un bon moment ensemble. L'événement, c'est peut-être pas restructuré directement sous la forme d'un 4 à 7 en ligne, mais si on regarde tous les événements qui sont à travers le CSL et les promos, excusez-moi, le CSL et le comité prépa, toutes les personnes qui devaient à la fin se rencontrer entre elles, tisser des liens et tout simplement découvrir HEC tous ensemble, le font actuellement à travers ces événements. C'est des événements qui sont mieux adaptés. C'est comme une projection d'expérience où le comité en fait anime l'événement, mais donne surtout la parole partie par partie à des petits groupes qui sont vraiment impliqués dans l'événement. Selon nous, on répond beaucoup plus à notre mission en faisant ça. Et par exemple, à travers le dernier événement du CSL de ce genre, il y avait 260 personnes constamment, avec des fluctuations du début à la fin, mais il y avait toujours au moins 260 personnes. Donc pour l'instant, je considère que c'est un événement qui répond aux besoins de nos étudiants et qui les satisfait. Et encore une fois, c'est par rapport à la situation, c'est le maximum qu'on puisse faire. À partir du moment où il y aura un retour en présentiel, on pourra peut-être penser à d'autres initiatives. Mais nous, dans le budget actuellement qui nous est prévu, dans la stratégie qu'on a, sur le hybride, c'est vraiment la façon qui marche le mieux en fait. Je pense qu'au contraire, il y a eu beaucoup d'événements de réseautage justement qui ont été organisés par les différents comités de SP. Je pense juste à la semaine passée, l'événement GRH qui a été organisé. Je pense aussi à l'événement de réseautage en TI qui arrive dans les prochaines semaines. Alors, je pense pas que que ça a été oublié. Je pense que justement, les événements de réseautage, c'est en ce moment que ça se passe parce que les compagnies, au niveau à l'automne, c'est pas au moment où ils recrutent, c'est un peu plus au printemps, surtout que c'est un peu plus avec le COVID. Alors, je pense vraiment pas que c'est quelque chose qui a été oublié. Je pense juste que c'est quelque chose qui se passe un peu plus tard cette année. Mais les événements sont à venir et ils se passent en ce moment. Il faut juste rester alerte puis s'abonner, puis aimer les bonnes pages sur Facebook des comités de SP respectifs. Absolument. Et on pourrait peut-être suggérer à cette personne de regarder les comités de spécialisation qui ont organisé de nombreux cocktails de réseautage depuis le début de l'année. Peut-être que la question, c'est de se demander, est-ce que l'AEHEC devrait organiser un cocktail de réseautage? Qu'est-ce que tu en penses, Maxime? Je pense pas que c'est à nous de faire ça, justement, parce qu'on ne veut pas empiéter sur la mission des autres comités. Chaque comité a une mission, puis nous, notre mission, c'est vraiment plus de l'encadrement puis de la gestion interne. Je me verrais mal aller organiser un événement de réseautage en comptabilité alors qu'il y a un comité CPA. Ben, c'est pas un bon exemple parce qu'il n'est pas sous l'AE, mais disons, je n'irai pas organiser un comité de recrutement en marketing. C'est pas ma tâche. Je suis rendue là, ça sert à quoi d'avoir l'AM sinon? Alors, je pense qu'il faut laisser chacun faire ses tâches. Nous, on est là pour les aider puis les appuyer dans leur démarche, mais pas là pour prendre leur place. Très clair. Donc, on peut passer à la prochaine question, qui est encore une fois une question du public. Où est la EHEC? À part faire tirer des gourous, on dirait que rien ne se fait, entre parenthèses, à part prendre nos plaintes à CAD. Ouais, je suis content que tu saches que je prends tes plaintes à CAD. Non, mais blague à part, je pense que on a un peu répondu. Je pense qu'on a un peu répondu à tout ce qu'on faisait là, au travers de l'entrevue. C'est sûr que mettez-vous à notre place. C'est vraiment dur d'aller chercher les personnes. On ne peut pas prendre par le bras, hey, viens à notre événement. Mais prenez le temps d'aller en voir sur tous nos comités tous les comités de la RHEC. Il y a quand même plusieurs événements intéressants en ce moment. Puis, on ne vous oublie vraiment pas. Il ne faut pas que vous pensiez ça. Puis, je pense que si vous avez écouté l'entrevue, vous allez réaliser par vous-même qu'on reste là pour vous, là, malgré la situation. Si je rajouterais juste... Vas-y. Si je peux lui résumer en deux phrases. Je rajoute... Vas-y, Cess. Go Mayou. Ok, du coup. Si je peux résumer en deux phrases, c'est qu'on essaie de dynamiser au maximum la vie étudiante de cette année, mais surtout de préparer la transition pour l'année prochaine. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on passe d'une année 100% en ligne, où tous les événements d'envergure en présentiel ne se réalisent pas. Et donc, vraiment, c'est notre responsabilité un peu de préparer les structures et les ressources pour accueillir une relève qui pourra en fait très vite soit continuer à avoir une année en virtuel si la situation l'oblige, ou très vite revenir sur nos événements d'envergure en présentiel. Puis
Puis si je peux rajouter, ben, je dois vous quitter parce que j'ai une réunion pour prévoir le recrutement. Fait qu'on fait plein de choses comme vous pouvez voir. Fait que sur ce, je souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Will. Merci, Will. Oui, pardon. Fait que Cécile, avais-tu autre chose à ajouter par rapport à ça? Ben, je dirais juste, faudrait se mettre en tête aussi que on est les premiers à vouloir un 4 à 7. Pensez pas que on est étudiant aussi, on est 3e année aussi, puis on aimerait aussi avoir un BAL et on aimerait aussi être un 4 à 7, je pense nous les premiers. Donc si on pouvait le faire, on le ferait et on fait tout ce qu'on peut. Et oui, le HEC, on peut se demander où est-ce qu'on est, mais on est souvent en train de gérer les comités. En fait, on en a 16 qui sortent, eux, des événements et qui on essaie de les pousser, eux. Quand on a un peu le temps, on en fait, nous, des propres événements quand on peut. Mais sinon, le reste, c'est de la gestion des comités parce qu'on veut, eux aussi, qu'ils aient un bon mandat. Donc, c'est ça. La différence de cette année, comparée peut-être aux années précédentes, c'est que nos actions et nos interactions avec les étudiants se passent à travers nos téléphones, se passent à travers des Zooms. Donc, c'est sûr que comme de voir tout ce qui se passe peut être très, très difficile et ça, on le comprend. Autant qu'on ne va pas afficher sur les réseaux sociaux. Voici qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. On a parlé à telle personne et on a pu fermer tel dossier. Donc, je pense que cette année, beaucoup de choses ont été à l'interne. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants nous ont contactés individuellement pour du support, pour de l'aide ou même pour des idées de projets. Donc, justement, c'est le type de relations qu'on a pu avoir cette année quand même individuelles, qu'on ne voit pas nécessairement et qu'on n'affiche pas nécessairement. Donc, c'est sûr qu'on est là, on est juste là à travers un écran web pour le moment parce que les conditions nous demandent justement d'être là. Mais j'ai laissé Vincent qui voulait rajouter quelque chose. Ouais, ben, je pense que tu as très bien couvert le sujet. En général, c'est vrai que c'est plus dur. Habituellement, la HEC, on les voit partout justement à cause du présentiel, ils sont partout dans tous les événements et tout. En ligne, c'est un peu plus dur. Mais si je peux vous donner, je pense, le meilleur exemple, c'est vraiment avec un poste précis. Le pôle académique cette année, c'est un pôle qui est très, très, très demandé. Avec William Desormeaux, on a vraiment, vraiment aidé l'école dans le développement des cours, dans le développement des examens. On avait 1 à 2 appels par semaine, justement, pour développer ces projets-là. On était à votre écoute, on posait des questions à notre population étudiante, on recueillait les commentaires, on essayait d'analyser un peu est-ce que ce commentaire-là, il est bon? Est-ce qu'il est faisable? C'est quoi qui relie un peu tous les commentaires et tout? Fait que ça a été beaucoup d'analyse afin d'apporter de l'avant avec la direction les changements qui étaient souhaités par la population étudiante. Donc, c'est peut-être quelque chose qui se fait un peu plus derrière, par la porte de derrière, étant donné justement que oui, on le fait, oui, on est là, mais au final, ce n'est pas le nom de l'AEHEC qui signe les examens, c'est HEC Montréal. Mais dans tous les pôles, on a vraiment été là afin d'aider HEC Montréal à s'adapter à la vie étudiante. Fait que, mettons, je peux résumer ça en 2 mots, ça serait vraiment aider, c'est pas 2 mots, mais ça serait, mettons, je peux résumer ça vite, ça serait vraiment, on a été vraiment, vraiment une très, très, très bonne aide pour l'école afin de s'adapter à la situation COVID, étant donné qu'eux, c'est pas des étudiants, ils sont pas dans les cours, puis ils sont pas dans notre peau, ils peuvent pas savoir c'est comment. Je pense que Alexa et Vincent ont parfaitement répondu à la question, mais je voulais aussi mentionner le fait que je pense que j'ai l'impression que des fois, il y a peut-être un peu un décalage au niveau de la compréhension que les étudiants se font du rôle de l'AEHEC. Donc, comme par exemple, comme on parlait dans la question d'avant, en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui attendent de nous plus le côté organisation d'événements, etc. Alors que je pense que notre rôle principal, c'est de venir en soutien aux étudiants et en soutien au comité. Et que donc, par exemple, dans l'organisation des événements, nous, notre rôle, c'est d'apporter les ressources nécessaires au comité pour qu'il puisse organiser des événements pour les étudiants. Et donc, c'est pour ça qu'à ce niveau-là, c'est totalement compréhensible. Certains étudiants peuvent avoir l'impression que la BHEC ne fait rien, ou en tout cas pas grand-chose, alors qu'au final, derrière chaque comité, derrière chaque événement, sachant qu'il y a, je pense, plus de 2-3 événements par semaine qui sont organisés par nos comités, derrière chaque événement, il y a la BHEC qui travaille dur pour pouvoir apporter les ressources nécessaires aux étudiants. Donc, si je comprends bien, une présence discrète mais efficace, c'est comme ça que l'AE, ça se démarque. C'est de la gestion de comité, c'est pas de la gestion d'événements, effectivement, à part pour quelques événements, hein, effectivement. Mais d'accord, je pense que la question a été plutôt bien répondue. C'est est-ce qu'il est possible d'accéder aux états financiers de l'AE? Comment est-ce qu'ils ont été utilisés, comment ont été utilisées les contributions étudiantes et quelles sont les actions faites pendant la première moitié du mandat pour favoriser la transparence de l'AE? Ok, donc par rapport à ça, qu'est-ce qui a été fait du côté de l'AEHEC?
Donc pour la première session, c'était vraiment beaucoup de structuration, beaucoup de prévoir tous les scénarios qui pourraient se réaliser. Au niveau d'assurer la transparence de l'AEHEC, ce qui a été fait, c'est comme je l'ai dit, la mise en place de cette base de données, ça a permis de briser un peu le mur qui existait entre chaque comité. D'année en année, ce que le comité prépa faisait restait au niveau du comité prépa, ce que le comité GOL faisait restait au niveau du comité GOL, et il n'y avait que le trésorier de l'AEHEC en fait qui avait une vision globale, une vision d'ensemble. Moi, ma vision de cette situation, c'était que tout le monde devait être au courant de tout ce qui se passe dans l'AEHEC, parce qu'on reste l'équipe de la trésorerie de l'AEHEC, nous les 18 trésoriers, et c'est pour ça qu'on doit tous être au courant. Par rapport à ça, à travers la table des trésoreries que j'ai mis en place, qui nous permettait de tous parler au fur et à mesure et de se tenir au courant, et à travers cette base de données qui a été mise en place, je pense qu'actuellement, le trésorier du comité GRH est au courant à peu près de ce qui se fait au comité GOL, et vice-versa. Donc je pense que vraiment, au niveau transparence, au sein même de l'AEHEC, on a vraiment beaucoup avancé. Je voulais juste rajouter que les états financiers sont disponibles sur le site web de l'AEHEC. Je pense que les états financiers récents sont donnés à la prochaine AG, la semaine prochaine en plus. Ouais, en plus, ouais. Enfin, ça vaut le temps, ils viennent d'être arrivés. Là. Et donc pour l'utilisation des cotisations étudiantes, en fait, vous le verrez très vite, tout simplement, parce que c'est tous les événements d'envergure de fin d'année qui impliquent des grosses dépenses. On a des événements de cours d'année où on regroupait 40, 50, 60 participants. C'était vraiment des événements qui n'avaient pas besoin de tant de dépenses que ça pour remplir la mission qui était nécessaire. Mais les gros investissements viendront vraiment concrètement à la fin de l'année. Mm-hmm. Non, je comprends un peu la question de l'étudiant qui se demande, là, qui voit ce petit montant-là à la facture de ses frais de scolarité, que, OK, où est-ce que va cet argent-là? Fait que la réponse, c'est que c'est disponible en ligne, donc vous allez pouvoir aller trouver ça sans problème. Il y a une autre question qui a été posée par le public, c'est, voilà, avec tous les événements et compétitions internes qui ont eu lieu en même temps, on a un enjeu qui est peut-être la cannibalisation d'événements virtuels. Est-ce que ça se repère? Est-ce que ça peut s'empêcher? Est-ce que vous avez une réaction vis-à-vis de ça? Je vais laisser Maxime y aller. Mais si je peux me permettre, je pense en fait que la cannibalisation des événements, ça a toujours été un peu présent au niveau de la vie associative au HEC. En fait, il y a comme vraiment moins d'événements qu'à l'habitude. Je pense juste que puisque tout le monde est un peu plus sur leurs ordi puis sur leurs écrans à cause que tout est en ligne maintenant, c'est plus facile de remarquer que il y a trois événements qui se passent aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il y a eu un gros travail qui s'est fait au début de l'année avec le VP interne qui a fait un calendrier d'événements pour s'assurer qu'il n'y ait pas plus que 2 événements par jour. Mais c'est sûr que avec la possibilité de faire beaucoup de choses en ligne qui rend l'organisation des événements un peu plus facile et accessible, des fois, c'est sûr qu'il y en a un peu plus, mais ça va être de s'adapter pour la session en cours avec les comités, parler si on ne peut pas réorganiser tout ça. C'est ça, c'est pas mal ça. Super. Et j'ai fait un lapsus parce que j'ai dit que vous étiez dans la gestion d'événements, enfin dans la gestion de comité, mais vous faites également certaines choses. Je pense notamment en ce moment, il y a un événement sur les athlètes, c'est ça? Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Strava! Alors, dans le fond, aux 2 semaines, on a un club sur Strava qui s'appelle les AE Athlètes. Et dans le fond, tu peux comptabiliser les heures de sport que tu fais. Chaque 15 minutes te donne un coupon pour participer à un tirage à la fin du 2 semaines où tu as la chance de gagner 3 prix. Cette semaine, il y a une carte cadeau Sport Expert au spa, si je ne me trompe pas, ou une casquette. Et c'est ça. Dans le fond, on veut juste encourager les étudiants à bouger parce que oui, c'est bien beau rester assis sur sa chaise 6-7 heures à étudier. Il faut que tu bouges à un moment donné. Puis Strava, c'est vraiment cool. C'est vraiment une application qui permet de te motiver en toi. Puis c'est comme un Instagram pour les athlètes. Alors, allez vous en créer un, participez au concours, c'est vraiment nice. Puis c'est ça. C'est tout. Super. Effectivement, on dit à nos étudiants athlètes de se lancer dedans. Il y a des prix à gagner. Donc, pour terminer, petite question comme ça. Comment faire pour faire partie de l'AEHEC? Excellent. Je peux commencer. Je pense déjà, il faut y réfléchir, je dirais. Mais si la décision est prise, ça arrive bientôt, en fait. Premièrement, on peut nous poser des questions. On est toujours disponible pour ça. J'inviterai tout le monde aussi à participer à l'Assemblée générale le mercredi prochain, puisque ça va parler des élections et de comment est-ce qu'on fait concrètement pour se présenter. Cette année, ça va être un petit peu différent, c'est en ligne, donc même si on avait une idée de comment ça se passait avant, je conseille à tout le monde de retourner un peu voir les informations parce qu'il y a des choses qui changent. Puis sinon, c'est des élections qui vont se passer en mars.
parce que vous avez autre chose à ajouter. Pour ajouter aussi, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui se disent « Ouf, ça a l'air assez lourd en temps de COVID ». Mais sachez que c'est simplement différent. Honnêtement, c'est vraiment le fun. Si vous avez l'envie de vous impliquer, impliquez-vous. Je vous encourage tellement, c'est vraiment une belle expérience. Vous allez rencontrer plein de personnes, même en temps de pandémie, à distance. Puis, honnêtement, n'hésitez pas, faites-le, puis vous allez vous amuser, je vous le garantis. Je voudrais rajouter aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent « Ah, vous avez vraiment le pire mandat ». Et d'un côté, oui. Et d'un autre côté, on a de la chance d'avoir ça. Je pense à tous les étudiants qui aiment leur vie étudiante et qui n'ont finalement plus rien. Ben, nous, au moins, on a encore un mandat. C'est pas le meilleur, mais on en a un. Donc, si vous êtes en deuxième année, que vous posez des questions à participer, à vous impliquer pour votre troisième année et que vous avez peur avec le Covid, ben, dites-vous qu'au moins cette implication, elle sera pas parfaite, mais vous en auriez une et vous aurez aussi rencontré des personnes incroyables, vous aurez une équipe incroyable et vous serez très content finalement. Je veux dire, si vous avez fait la HEC cette année, vous m'auriez rencontré. Mais déjà à base, il n'y a pas un plus beau cadeau que ça. Moi, personnellement, je n'avais pas fait de comité sous l'AE avant de faire la HEC. J'avais fait des comités hors AE. Donc, mon conseil qui peut avoir l'air un peu quétaine, mais c'est vraiment de suivre tes intérêts et comme prendre le temps aussi d'aller parler aux gens que tu entends peut-être qui vont faire l'AE et qui sont intéressés. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai pu rencontrer l'équipe que je connaissais aucunement et que aussi, eux non plus ne me connaissaient pas. J'étais juste comme, oui, c'est moi qui est intéressée par le développement durable. Bonjour. Mais comme c'est à travers ces conversations aussi que tu peux avoir la dynamique avec les différentes personnes, tu peux développer ton plan d'action et tout. Donc, vas-y, basé sur ton intérêt et tes idées, parce que c'est aussi sur ça que ta candidature doit être basée, sur ton plan d'action, tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux changer, comme le changement que tu veux amener? Donc, moi, ce serait mon petit conseil. Si je peux rajouter un peu là-dessus, je pense que Alexis a couvert pas mal la majorité, mais je pense que si vous êtes intéressé par un poste de l'AE, les meilleures personnes pour vous conseiller, ça sera toujours l'AE en soi. Fait que, nous, on est tous sur Facebook, on a tous Messenger. Fait que si vous êtes intéressé juste un peu par le poste, vous voulez en connaître davantage, n'hésitez pas, envoyez-nous des messages. Nous, on est vraiment là pour ça. On est là pour justement écouter la population. Si jamais vous voulez des conseils, on est là pour vous donner des conseils parce que pour nous, l'important, c'est vraiment d'avoir la meilleure relève possible. Je pense que le mandat l'an prochain, ça va être un mandat qui va être quand même un peu tricky, un peu comme le nôtre parce qu'il risque d'avoir un peu un passage entre la COVID présentielle et tout. Bref, ça risque d'être un gros mandat avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage pour les membres. Puis la meilleure façon de commencer un mandat en ayant bien appris, en mettant d'avant l'apprentissage, c'est d'être bien équipé, c'est de savoir dans quoi tu t'embarques. Donc, c'est ça, venez nous voir pour vraiment savoir dans quoi vous embarquez. Puis nous, on va vous donner les informations nécessaires. Puis en plus de ça, on va vous donner un petit coup de motivation. En tout cas, merci beaucoup à tous, la HEC, de nous avoir accordé ce temps. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça super instructif. J'espère que les gens qui nous ont regardés aussi. Et puis, je vais laisser Thomas conclure cette entrevue. Je ferai pareil en vous remerciant, vous, les 8 membres de l'AEHEC, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions et aux étudiants. Je pense que c'était bien de faire un point et qu'ils sachent tout ce que vous faites en arrière-plan. Merci à Aymeric et Antoine, nos 2 rédacteurs en chef aussi, qui ont contribué largement à cette entrevue. Et merci à tous les étudiants qui nous ont suivis pendant cette entrevue de nous avoir regardés. Voilà, à très bientôt tout le monde et merci beaucoup. Merci à vous l'intérêt. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. J'ai beaucoup parlé, je m'excuse. Bye.